Salut tout le monde. Il fait chaud, j'ai mis le ventilo, j'ai fermé mes pare-soleil. Et maintenant, je m'apprête à parler de bouquins avec vous et de vous raconter mes lectures du mois de juin. Pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez sans doute déjà, mon objectif en 2025, c'est de réduire ma pile à lire, c'est-à-dire de lire un maximum de livres que j'ai chez moi et que je n'ai pas encore lu avant de pouvoir entamer d'autres lectures et notamment de racheter d'autres livres. Et du coup, l'idée, c'était de retrouver un rapport un peu différent à la lecture. Donc éviter d'avoir une pile de livres qui s'amoncellent sans que j'ai le temps de me mettre dessus, parce que j'ai l'impression que on a tendance à vouloir accumuler des choses qu'on voit passer dans nos discussions, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et du coup, on en oublie un peu de lire et on en oublie un petit peu de renouer avec le goût en fait de la découverte. Et du coup, j'avais envie de faire table rase de tout ça en lisant ma pile à lire 2025. Et du coup, donc, j'ai commencé le mois de juin avec cette ambition de me dire, allez, vous le savez peut-être, si vous le savez pas, je vais vous le dire maintenant, je suis en arrêt depuis le début du mois de juin pour épuisement professionnel. Je suis en début de burn-out, du coup l'idée c'était de faire une pause, de me déconnecter et de pouvoir passer mon temps à faire des choses que j'aime pour essayer vraiment de me remettre de ces derniers mois qui ont été très difficiles. Et du coup, je m'étais dit, c'est l'occasion parfaite, je vais pouvoir bouquiner, il va faire beau, ça va être bien. Je vais pouvoir finir ma pile à lire. J'ai eu un tout petit moment où je me suis un peu enjaillée en me disant je vais finir toute ma pile à lire, comme ça au moins juillet je serai carrée. Ça s'est pas passé comme ça. Mais du coup voilà, donc j'ai commencé le mois de juin avec une belle ambition, avec un beau projet, et j'ai commencé le mois de juin en étant plutôt fière de moi puisque j'ai commencé à vraiment entamer cette pile à lire. Et on va voir ça tout de suite. La première lecture du mois de juin, c'était du coup Des paillettes sur le compost de Myriam Barafou. Le sous-titre, c'est Écoféminisme au quotidien. Myriam Barafou est une chercheuse en philosophie. Et du coup, j'avoue que je me suis lancée là-dedans en pensant qu'elle nous ferait un petit récapitulatif de ce qu'est l'écoféminisme. Peut-être de parler un peu de l'appropriation dont a fait l'objet l'écoféminisme et comment c'est important de le resituer dans son contexte. Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, elle parle de son expérience en tant que femme transfuge de classe, en tant que femme perçue comme racisée, en tant que femme tout court d'ailleurs. Elle parle de sa manière d'évoluer dans le monde, de sa manière de se réapproprier certaines choses, de sa manière de penser en fait l'écoféminisme dans sa manière de vivre au quotidien. Et j'ai trouvé ça, alors ça m'a déstabilisée parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de récit. C'était très intéressant, c'était très personnel aussi. Elle a des prises de position qui sont pas forcément les miennes, pas toujours. Il y a des passages qui m'ont fait beaucoup réfléchir à moi-même, à comment j'envisage les choses, à comment j'envisage mon quotidien, certains aspects de ma vie, de ma personnalité, ce genre de choses. Et du coup, c'était vraiment très intéressant. Ça m'a fait réfléchir. Je pense que c'est le but de la philosophie, donc elle a réussi son coup. Mais c'est vrai que j'étais un peu déstabilisée, je l'ai déjà dit, mais parce que voilà, c'est pas la lecture à laquelle je m'attendais. J'ai trouvé très très intéressant qu'elle donne beaucoup de pistes. En fait, à la fin de chacun de ces courts essais, en fait, de ces chapitres, elle donne des livres qui l'ont amené à développer cette pensée, et pas que des livres d'ailleurs, il y a des podcasts, il y a parfois des films, et je trouve ça vachement intéressant parce qu'elle fait le lien en fait avec ses découvertes à elle, comment du coup elle le réfléchit elle dans sa pensée au quotidien, comment elle met en place certaines choses, et j'ai trouvé ça très intéressant. Spontanément comme ça, je vous dirais pas que tout fait pour moi partie de l'écoféminisme, parce qu'elle a notamment par exemple tout un chapitre sur la sexualité. J'avoue, alors c'est peut-être moi qui suis bête, mais je l'avais pas du tout envisagé dans l'écoféminisme. Je comprends sa position, je suis pas forcément... je sais pas si ça avait forcément sa place dans ce titre, je sais pas. Je ne sais pas. Du coup, je me suis sentie...
parfois un peu bête, mais pour autant pas vraiment, parce qu'elle a une manière d'aborder les choses qui est très très simple, qui est très... Enfin, c'est pas de la philosophie qui se fait des nœuds au cerveau et dans lesquels il faut vraiment avoir un dictionnaire tous les 3 mots. C'est de la philosophie du quotidien, entre guillemets. Elle est très abordable. Elle a des expériences qui forcément nous parlent un peu à toutes, je pense. Mais voilà, donc une bonne surprise, pas ce à quoi je m'attendais, une bonne surprise quand même. Et je pense que du coup, ça vaut peut-être le coup de vous lancer si ça vous intéresse. Pour les personnes qui seraient militantes féministes aguerries, on va dire, il y a des choses, c'est un peu de la redondance. C'est des choses, c'est bon, oui, on sait, mais ça peut être intéressant quand même, parce qu'on en apprend un peu tout le temps. Et se positionner en tant que sachante, parfois ça ferme un peu l'esprit à certaines choses. Moi, ça a été mon cas. Il y a eu des réflexions qu'elle avait, j'étais oui, bon. Et en fait, en lisant sa manière de penser, en lisant son cheminement, j'étais ok, j'avais pas vu ça comme ça, je vais y réfléchir et j'y reviendrai. Mais du coup, voilà, donc ça c'était ma première lecture et qui était plutôt intéressante. Et ensuite, du coup, je me suis intéressée du coup à une autre non-fiction qui est cette fois-ci en rapport avec le mois des fiertés, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas, du coup dans ces cas-là je vous le dis, le mois de juin, on appelle ça le mois des fiertés parce que c'est le mois où on parle de la visibilité, de la représentation des vies LGBTQIA+, des combats, de tout ce qui entoure en fait les personnes LGBTQIA. Et du coup, j'avais ce titre dans ma palle qui me donnait vraiment beaucoup envie et donc je me suis lancée. C'est Hijab, Butch Blues de Lamia H. Vous connaissez peut-être, sinon si vous le connaissez pas, il faut le lire. C'est Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, qui est un livre très très intéressant qui a été écrit par une lesbienne américaine, communiste, ouvrière, enfin bref, intersectionnelle as fuck. Et en fait, c'est un livre qui est très puissant, c'est un livre de fiction qui m'a énormément touchée et j'en parle vraiment à tout le monde. Et du coup, j'ai trouvé le parallèle avec le titre de cette autobiographie assez intéressant. Et du coup, donc, c'est l'histoire de Lamia. Lamia, qui est une jeune femme musulmane, qui du coup porte le hijab et qui découvre sa lesbianité à l'adolescence. Et en fait, de là va partir un tas de réflexions pour elle, avec sa spiritualité, avec sa famille, son aspect au corps, son aspect à la culture, son aspect, voilà. Et elle va en plus faire le choix de partir aux États-Unis pour suivre ses études et du coup il va y avoir après ce décalage-là, la lutte pour pouvoir avoir sa place dans un pays qui vous voit comme une immigrée, la lutte pour trouver une communauté là où vous n'avez plus de communauté, la lutte contre le racisme, contre la discrimination. Elle a une enfance en plus qui était assez difficile puisqu'elle a déjà subi du racisme quand elle était enfant. Elle a déjà été déracinée. Enfin bref, c'est une jeune femme qui a beaucoup de choses à raconter, qui a beaucoup de choses à dire, qui fait des parallèles très intéressants sur sa confession musulmane et sur son expérience de vie. Et pour avoir lu des commentaires Goodreads, je sais que des personnes de confession musulmane l'ont vraiment détesté parce qu'ils considèrent que c'est un livre qui est blasphématoire. Dans le sens où elle a certaines prises de position qui ne plaisent pas à ces personnes-là. Mais moi, je suis pas en mesure de vous dire si c'est le cas ou non, si c'est blasphématoire ou non, mais je pense que c'est une voix qui est bien d'être entendue, une voix qui est bien d'être lue, d'être découverte et qui nous permet aussi de nous rappeler qu'il faut pas oublier que il y a vraiment, pour moi c'est l'existence même de la convergence des luttes. Elle est dans ce genre de bouquin en fait, elle en parle et elle en parle très bien. C'est drôle par moments, c'est émouvant souvent. Je crois que j'ai versé 1 ou 2 larmes parce qu'il y a certains chapitres qui sont très poignants. Et du coup voilà, donc c'était très intéressant. Je suis pas sûre qu'il soit traduit en français. Mais si vous lisez un petit peu en anglais, la langue est vraiment abordable. Elle est très facile à lire. Et du coup, ça vaut le coup. J'espère qu'il sera traduit un jour parce que je pense que c'est vraiment le genre d'autobiographie dont on a besoin. Et c'est ce qui conclut du coup mon mois des fiertés.
C'est vraiment la seule lecture LGBTQIA+, que j'ai fait ce mois-ci, parce que moi, j'attends pas le mois de juin pour lire des récits de personnes LGBTQIA ou des récits avec des personnes LGBTQIA. Et du coup, voilà, donc ce sera mon seul petit clin d'œil à ce mois des fiertés, et qui, j'espère, a été chouette pour beaucoup d'entre vous. Et ensuite, après ces deux non-fictions qui m'ont beaucoup fait réfléchir, j'avais besoin de faire une pause dans mon cerveau. Et donc je me suis dit, je vais me lancer avec La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, qui est du coup le préquel d'Hunger Games, où on va suivre la jeunesse du président Snow. Et je comprends pourquoi il a été l'objet de beaucoup de controverses à sa sortie. Je trouve qu'il était intéressant, parce que c'est pas si mal de se mettre dans la peau du méchant, parfois. Ça l'excuse en rien, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'empathie pour le président Snow, malgré les épreuves qu'il a subies, parce qu'il y a des parallèles avec l'histoire actuelle qui me font beaucoup... Voilà, ça me hérisse un peu le poil. Mais je pense que c'était quand même un point de vue intéressant à suivre. C'était intéressant aussi de suivre l'histoire des Hunger Games, parce qu'il y a toute une partie sur la propagande, sur la notion de vaincu et de vainqueur, sur du coup comment est-ce qu'on empêche une rébellion, comment est-ce qu'on empêche de retomber en fait dans une révolte. Et pour ça, c'était très intéressant. Après, il y a des choses qui m'ont beaucoup moins plu. Déjà, la plume, je l'ai trouvée beaucoup moins aboutie que... Je suis en train de faire bouger ma caméra depuis tout à l'heure, en fait, je suis désolée. On revient là où on était. Je trouve la plume beaucoup moins aboutie que dans la première trilogie. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai lu quand j'étais plus jeune. Mais pour moi, la première trilogie, elle était bien écrite. Et là, j'ai trouvé ça un peu moins... Je trouve j'ai l'impression que l'autrice a beaucoup plus de mal à rentrer dans la psychologie, en fait, de son personnage. Et du coup, la plume s'en ressent. Et c'est un beau bébé, hein. Il se lit bien parce par contre, elle sait maîtriser le rythme de son récit, donc c'est plutôt cool. Voilà, après, il y a des choses que moi, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de prise de recul sur la vision de Snow, parce qu'il y a quelques détracteurs, il y a quelques objecteurs de pensée dans le récit. Je trouve on se concentre pas assez sur eux. Après, je trouve ça très intéressant la manière dont elle a écrit Snow, parce que c'est aussi révélateur du caractère du personnage, et du coup je suis assez en paix avec ça. Ça m'a pas plu, mais en fait c'est assez cohérent. J'ai pas trop aimé la fin. Je pense qu'elle aurait pu aller encore plus loin. C'est horrible de dire ça, mais je pense qu'elle aurait pu aller encore plus loin et elle aurait pu être plus cohérente dans ce qu'elle a choisi de faire. Mais globalement, c'était assez intéressant. C'était un préquel que j'ai pas trouvé inutile. Je pense qu'il aurait pu être encore plus développé, parce que du coup, on a un peu cette origin story du président Snow. Mais entre cette origin story et les Hunger Games, il se passe des dizaines d'années, je sais plus, 40 ou 50 ans, je sais plus exactement. Et du coup, je me dis, en fait, il s'est passé un paquet de trucs, et ça aurait été bien d'avoir peut-être un petit regard là-dessus pour savoir ce qui se passe vraiment. Mais bon, voilà, c'était un bon exercice. Et du coup, comme je m'en doutais, j'ai fait donc ma première entorse à ma pile à lire, puisque une fois que j'avais lu celui-là, j'avais très envie de lire le nouveau qui est sorti, qui s'appelle Lever de soleil sur la moisson, dont je mettrai la couverture, je sais pas où, mais je vous la mettrai. Et qui raconte du coup les jeux, les Hunger Games, du point de vue de Haymitch. Donc Haymitch, c'est le mentor de Katniss et Peeta dans la première trilogie. C'est le seul vainqueur du district 12, et donc c'est un alcoolique notoire. Et donc on s'attendait pas à ce que sa vie soit très facile. Mais j'ai été ultra déçue, parce que pour moi c'est une expression familiale, je sais pas si vous allez la connaître, mais je vous expliquerai ce que je veux dire. Pour moi c'est du refeu-le-meuleux. Refeu-le-meuleux dans le sens où c'est du réchauffé. J'ai eu l'impression de lire Hunger Games, mais du point de vue d'un mec. Et en fait ça m'a... Il y a 2-3... Oui, alors il y a du name dropping, hein. Elle parle de personnages qu'elle a développés dans sa première trilogie. On voit du coup Haymitch qui grandit, machin. Il y a des choses, je sais pas, il y a des...
Pour moi, il y a des sous-intrigues qui valaient pas forcément le coup, et je trouve que c'est surtout très redondant, puisqu'on sait exactement ce qui va se passer, on n'a aucune surprise, c'est exactement les mêmes jeux. Et elle a perdu cet effet de surprise qu'elle a fait quand elle a sorti le premier Hunger Games. Le premier Hunger Games, c'était violent, c'était impressionnant, c'était du suspense, on savait pas ce qu'allait se passer jusqu'à la dernière minute, on était sur les nerfs, quoi. Et là, pas vraiment, puisqu'on sait ce qui va se passer. Et comme on sait ce qui va se passer, on a besoin de plus d'engagement. Et en fait, le personnage est incohérent au possible. Il y a des choses, je sais même pas pourquoi elle a mis ça en place. Ça m'a... J'ai vu sur beaucoup de réseaux sociaux des gens qui la défendent en disant qu'elle n'écrit que quand elle a des choses à dire, cette autrice. Là, vraiment, sur Lever de soleil sur la moisson, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Donc si vous savez, si vous avez une autre lecture que moi, vous avez un peu mieux compris son intention, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire, parce que moi, là, j'ai rien pigé. J'ai vraiment rien pigé. Et du coup, j'ai été frustrée. Je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Et vraiment... alors, j'ai pas le mot en français, mais j'ai le mot en anglais, underwhelming. Je vous trouverai peut-être la traduction, je la mettrai peut-être par là. Parce que, ouais, je m'attendais à autre chose. Et je pense qu'en plus, dans l'univers d'Hunger Games, il y a tellement d'autres choses dont on pourrait parler. On pourrait parler, par exemple, du district 1, du district 2. Ce sont des districts, on sait qu'ils ont ce qu'on appelle des tribus de carrière, donc des gamins qui se préparent toute leur adolescence à participer aux Hunger Games pour les gagner. Ils ont la niaque, ils ont la compétition, etc. Moi, je veux savoir c'est quoi la vie d'un gamin comme ça. Comment la propagande du Capitole arrive à les à leur laver le cerveau au point de vouloir absolument aller mourir dans une arène. Enfin, moi j'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin de savoir s'il y a des résistants dans ces districts et comment la résistance se met en place. J'ai envie de savoir c'est quoi l'adolescence d'un gamin qui sait qu'entre ses 12 et ses 16 ans, il va potentiellement pouvoir participer à un jeu. Puisqu'il voit ça comme ça, qui le couvrira d'honneur ou je ne sais quoi. Je voudrais savoir, parce qu'on sait que dans les districts les plus pauvres, les gamins prennent ce qu'on appelle des tesserae, qui sont en fait comme des prêts. On leur fournit de la bouffe en l'échange de rajouter des bulletins à leur nom dans l'urne, du coup pour augmenter les risques de leur tirage au sort. Est-ce que du coup le district 1 et le district 2 fait pareil, mais sans avoir besoin de bouffer, juste pour pouvoir participer? Enfin, moi ça me pose des questions. Je pense que ça pourrait être super intéressant justement de sortir un peu de ce point de vue là pour voir qu'est-ce qui se passe dans ces districts où ils sont tellement contents de faire partie de l'élite choisie par les Hunger Games, je ne sais pas. Je pense que ça pourrait être intéressant. Le district 13 pourrait être très intéressant. La première guerre, celle qui a mené aux Hunger Games, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment s'est menée la rébellion. Enfin, il y a un paquet de trucs qui pourraient être très très intéressants dans cet univers. Et on nous raconte Haymitch. Et c'est même pas intéressant. Enfin bref, du coup voilà. Donc désolée pour le coup de gueule, mais ça a été vraiment un ratage complet. Et du coup, après, j'en arrive au commencement de la fin. Et c'est là que mon mois de juin a complètement plongé. Il a complètement plongé parce que j'ai fait l'erreur de faire deux choses. La première, ça a été de... c'est pas vraiment une erreur, mais en gros, je suis une créatrice de contenu littéraire qui voilà, elle me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ses stories. J'aime beaucoup ses avis sur les livres qu'elle peut lire. J'ai eu des discussions très intéressantes avec elle. Et du coup, en fait, elle a à un moment donné posté en story un titre et elle avait l'air de s'être beaucoup amusée. Et comme moi, je sortais de cette histoire-là, je me suis dit, hey, j'ai envie de m'amuser aussi. Donc, je l'ai suivie. Et j'ai lu un truc que j'aurais jamais pensé lire. J'ai vraiment évité pendant des années de lire ce genre de choses, mais bon, ça y est, j'ai plongé. Ça s'appelle Lights Out de Navessa Allen. Je vais vous mettre la couverture. Et c'est de la dark romance. Je n'ai jamais lu de dark romance. Je sais ce que c'est. Je pense que j'ai lu des fanfictions de dark romance, clairement. C'est pas un genre qui m'attire, pas du tout. Ça pourrait m'attirer dans certaines conditions, mais pas la dark romance qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, je me suis lancée là-dedans, et alors, what a ride! C'était...
En vrai, je me suis amusée. Je me suis amusée parce que j'avais l'impression que l'autrice prenait vraiment pas au sérieux ce qu'elle écrivait, dans le sens où elle s'amusait. Elle était vraiment dans la surenchère. Elle était vraiment dans le cliché. Elle était... Du coup, il y avait des choses qui me faisaient grincer des dents, mais en même temps, comme je sentais que c'était un peu comme de la moquerie, ça semblait assez ironique. Ça m'a plu, ça m'a... Voilà, il y a pas mal de choses où j'étais pas du tout d'accord. Ça parle de kink, donc des kinks, c'est des pratiques... des pratiques et... Enfin, est-ce que c'est vraiment des pratiques ? Ça concerne une sexualité qu'on peut considérer un peu comme déviante par rapport à la norme, et du coup il y a des kinks, voilà, qui sont pas les miens et qui sont pas ceux qui me parlent. J'avoue que les scènes de sexe m'ont pas plu du tout, enfin c'est pas mon truc en fait, c'est le BDSM, ce genre de choses, c'est pas ma came, mais le reste m'a fait rire. C'est vraiment, l'histoire elle est improbable, enfin il se passe un paquet de trucs, et pour autant il y a des moments qui sont assez drôles, il y a des moments qui sont un peu charmants, et du coup j'ai trouvé que la lecture était plutôt chouette, donc voilà, donc ça a été ma première incursion. Je pense que ce sera la dernière, ou alors j'en ferai très peu ou alors que dans ce genre d'acabit, mais de contexte, mais voilà, c'était drôle, ça m'a un peu libéré l'esprit, c'était assez marrant. Et du coup, voilà. Donc ça a été ma première entorse. Et, enfin, non, ma deuxième entorse, puisque la première, ça a été le lever de soleil sur la moisson. Mais à partir de là, je me suis pas arrêtée. Je me suis pas arrêtée. Parce qu'il s'est passé deux choses. Il s'est passé... Donc, non, en fait, je vous ai déjà dit qu'il s'était passé une chose, mais là, bon, bref. Ce mois de juin a été chaotique. En fait... Je suis, là encore, sur les réseaux sociaux, comme quoi il faut vraiment que j'arrête. En fait, je pense qu'il faudrait que je débranche. Vraiment que j'arrête les réseaux sociaux, comme ça, j'arrêterai de faire des bêtises. Je suis une créatrice de contenu, une dessinatrice, pardon. Une dessinatrice qui s'appelle Sid, qui est connue sous le nom de Muffin Biscuit sur Insta, et qui est en train de travailler sur sa prochaine BD qui s'appelle Des gens qui regardent des gens, dont j'ai précommandé un exemplaire et qui n'arrivera qu'en 2026. Et en fait, Sid parlait de sa première BD qui s'appelle Joli Souvenir, qui ne va pas être rééditée, et donc les derniers exemplaires qui sont disponibles actuellement sont les derniers pour toujours. Et je me suis dit, bon, go soutenir quelqu'un qui... voilà, dessinatrice, c'est pas un métier facile, encore plus dans cette économie. Donc je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai précommandé du coup Des gens qui regardent des gens, qui n'arrivera qu'en 2026, et j'ai pris Joli Souvenir. Et en me baladant sur le site de la maison d'édition, je me suis rendu compte que c'était eux aussi qui avaient édité Salomé Lahoche avec Peur de mourir mais flemme de vivre. Et du coup j'ai Joli Souvenir qui est là aussi. Donc je les ai pris tous les deux. Déjà parce que ce titre m'intéresse, enfin me parle, c'est ma vie. Je pense qu'il faudrait que je mette ça en épitaphe. Mais c'est surtout parce qu'il avait été présenté à mon club de lecture par une participante qui était complètement ravie de sa lecture, et du coup je me suis dit ok, je lui donnerais peut-être sa chance. Et là bon, ils étaient là, le clic était facile, la commande aussi, donc voilà, tout est arrivé assez rapidement. J'ai commencé par Joli Souvenir que j'ai trouvé drôle. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Je suis assez cliente de l'humour de Sid, donc voilà, ça m'a plutôt plu. Les anecdotes racontées sont assez incroyables. Certaines sont vraiment tristes d'ailleurs, mais ça fait un peu ça fait penser à mes anecdotes de jeunesse, parce que je suis vieille et grabataire maintenant. Non, mais ça fait penser à une période où on se connaît pas trop, on se cherche, et où il nous arrive des trucs franchement improbables. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peut être assez marrant à lire, assez perturbant aussi. Il y a des fois où on se dit waouh, avec du recul, quand on regarde ce qu'on a pu vivre il y a 10-15 ans, on se dit ouais, j'avais vraiment le lobe frontal qui était pas fini d'être développé, hein. Mais du coup voilà, donc ça c'était plutôt une bonne surprise, pas un coup de cœur, mais c'était plutôt chouette. Et du coup après, juste après, j'ai enchaîné Peur de mourir mais flemme de vivre, et là ça a été un immense coup de cœur. Ça aborde des sujets pas faciles. Elle aborde le sujet de son alcoolisme, elle aborde le sujet des agressions sexuelles, elle aborde des choses qui sont pas évidentes, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a aussi des petits strips qui viennent un peu casser la routine avec par exemple
des critiques de films, ce genre de choses. En bref, c'est plutôt chouette. Pour ceux et celles qui suivent son compte Insta, a priori, c'est tous ces strips qui ont été compilés là-dedans. Donc peut-être que vous le connaissez déjà et que ça vous intéressera pas d'avoir tout ça compilé en un seul endroit. Mais moi, ça m'a plu de découvrir l'autrice dans cette anthologie. Parce que c'était assez... Ça m'a permis de plonger dans son univers, en fait, et de... Ouais, c'était touchant, il y avait des moments où ça résonnait pas du tout en moi, puisque évidemment on n'a pas la même histoire, mais d'autres moments où ça résonnait vraiment très fort, et il y a pas mal de choses comme ça qui, bon voilà, c'est super intéressant. Sa manière de voir les choses est très intéressante aussi. Bref, ça m'a beaucoup plu, donc c'est un coup de cœur, donc je suis très contente. Et jusque-là, je me suis dit, bon, t'as craqué, t'as acheté 2 livres, mais tu les as lus, donc finalement, ta pile à lire, c'est toujours la même. Vous sentez le coup venir? Bien oui, j'ai aussi acheté d'autres livres. Mais, à la base, c'était... À la base, c'était... Ça partait d'une bonne intention. Non, pas vraiment. En fait, ce que je fais quand j'aime beaucoup un livre, je voudrais... Enfin, quand je l'ai par exemple beaucoup aimé dans sa version numérique, j'essaie d'avoir sa version papier dans ma bibliothèque. Du coup, là, je cherchais un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai envie de relire dans pas trop longtemps. Donc je m'étais dit, j'aimerais bien avoir la version papier, c'est cool pour ma bibliothèque. Donc j'ai acheté ce livre-là. Je l'ai pris sur Vinted. Et du coup... Le problème, c'est que sur Vinted, je me suis laissée emporter. Déjà, la personne qui vendait le livre que je voulais avait une bibliothèque avec 2 titres qui m'intéressaient, donc je les ai pris. Et ensuite, sur la même page, j'ai vu un autre livre d'une édition qui me plaît beaucoup et qui a été à un moment donné un peu... comment dire, elle a disparu un peu des circuits de vente d'occasion, et du coup, ça m'a un peu... pas trop plu parce que j'aime pas trop les autres éditions sous laquelle elle est présentée. Bref, je vais pas vous faire un roman pendant 1000 ans, je vais vous présenter ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris La vie sexuelle des super-héros de Marco Mancasola. Lui, c'est marrant parce que c'est un livre que je connais depuis plus de 10 ans. Avant, j'étais sur un forum avec des copines et on avait mis en place un challenge lecture entre nous pour sortir de notre zone de confort, et une de mes copines avait choisi ce roman-là. Le titre m'avait interpellée, son avis je crois qu'elle avait bien aimé, et du coup je m'étais dit vas-y, je vais me lancer. Et en fait je l'ai oublié pendant 10 ans, et c'est en retournant sur le titre dans le dressing en fait de la personne qui vendait le livre que je voulais, ça m'a... Je me suis dit allez, on se lance. Et du coup c'est une petite brique, il est pas fin, et puis surtout il est écrit méga petit. Mais donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire, je sais même pas si j'ai envie de le lire, parce que je me dis, ça se trouve il a vraiment super mal vieilli. On sait pas. Mais du coup voilà, donc ça a été ma première bêtise, et je me suis lancée là-dedans. Et dans le même dressing toujours, cette personne avait beaucoup de goût, puisque elle avait aussi Les 12 d'Aritzar de Jordan Ifueko, que je veux lire depuis un moment, puisque j'avais vu beaucoup de bonnes critiques, et ça me semblait... Alors déjà la couverture brille de partout, donc voilà, moi ça m'a attiré tout de suite. Et voilà, j'avais prévu de le lire en anglais, mais quand j'ai vu ça en fait dans le dressing, j'ai fait allez. Surtout au prix où il était vendu, je me suis dit bon, je le prends. Et du coup donc le voilà, et je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il est là. Il sera prêt pour le moment où j'aurai l'envie. Et après ça, du coup, donc le fameux livre dont je cherchais l'édition partout, Lady Macbeth de Ava Reid. Donc c'est cette édition qui m'intéressait, que je trouvais très belle, et du coup c'est celle-là que je voulais. Elle a disparu un peu au profit de celle de sa traduction, qui est, je crois c'est de Saxus, mais je suis pas sûre. Et du coup quand je l'ai vu, il était pas très cher, il était en super étage. Je prends. Et du coup donc il est là. J'ai déjà lu 2 bouquins d'Ava Reid. J'ai lu Juniper and Thorn et The Wolf and the Woodsman. J'avais beaucoup aimé les 2. J'avais préféré Juniper and Thorn, j'avoue. Je trouve que l'autrice a une manière d'écrire ses ambiances qui est incroyable et qui me plaît beaucoup, que j'admire. Donc je me demande si ça va être la même chose ici. Voilà, j'aime beaucoup sa manière d'envisager les choses. Elle a toujours
ces personnages féminins ont quelque chose de sombre en elles et je trouve ça très intéressant à développer et en plus ces ambiances sont incroyables donc voilà, je me suis lancée. Donc voilà, donc là j'ai rajouté 3 livres dans ma pile à lire. 3 livres dans ma pile à lire et à laquelle se rajoute un dernier opus. Alors ça c'est pas de ma volonté. J'ai offert ce livre à ma maman en fait l'année dernière et je lui avais dit quand tu l'auras fini ça m'intéresserait de le lire donc si jamais tu pourras me le prêter. Bon bah voilà, ça y est, elle me l'a prêté. L'avantage c'est que j'ai un temps indéfini pour le lire. Mais du coup c'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. Je vais pas en parler longuement parce que c'était pas vraiment prévu. C'est une petite brique aussi. Et c'est écrit petit aussi. C'est aux éditions Gallmeister et voilà, j'en ai entendu parler, il m'intriguait, ma mère l'a bien aimé et du coup il rentre dans ma pile à lire mais de manière un peu non officielle puisque c'est un prêt et que je peux le rendre quand je veux donc on verra quand est-ce que je serai d'humeur à lire ce bouquin. Donc voilà, donc là donc j'ai rajouté officiellement 4 livres à ma pile à lire mais le mois de juin n'était pas terminé donc on aurait pu penser que j'aurais quand même pioché dans ma pile à lire pour finir mon mois de juin. Mais non, parce que, encore une fois, je suis trop sur les réseaux sociaux. Il va vraiment falloir que je trouve Il faut que désinstalle Instagram, je pense. Il faut que j'arrête de passer mon temps sur les réseaux sociaux parce que là, je me suis fait avoir. Mais comme une bleue. Je me suis fait avoir par un livre. En fait, je suis tombée sur un reel d'Instagram avec une phrase qui m'interpellait. En gros, ça me vendait de la romantaisie avec une protagoniste féminine morally grey, qui était celle plutôt... Enfin, on avait l'impression que c'était elle qui avait toute la puissance et le mec qui était plutôt le damoiseau en détresse. Et je me suis dit, ça me donne envie, on va tenter. Du coup, je me suis lancée. J'ai vu que c'était une duologie, mais que l'autrice avait sorti ça sous forme d'intégrale. Je me suis dit, on va tenter l'intégrale. Et du coup, ça s'appelle The Choosing Chronicles. Et c'est par Elena R. Gallia. Je vais vous mettre la couverture là. Et alors, il y a 2 choses que je peux vous dire. La première, c'est que l'autrice sait écrire des pavasses, parce que c'est vraiment un gros morceau. La deuxième, c'est que elle est très très douée en marketing parce que du coup la phrase qui moi m'a donné envie de lire son bouquin n'arrive, et je vais pas vous mentir, qu'à 95% du livre. Il y a 800 pages. Hein. Il a fallu que je me tape 750 pages pour pouvoir arriver au moment qui m'intéressait. Et spoiler alert, c'était nul. C'était nul. Nul. L'idée de départ me plaisait, c'était un Love is Blind fantastique, fantasy plutôt, avec un univers un peu à la sélection. Si vous avez lu la sélection de Kiraka, je pense que vous voyez de quoi je parle. Du coup, je me suis dit, c'est assez marrant, vas-y, on tente. Et effectivement, le début était assez marrant. Après, ça prend des proportions complètement pétées, ça devient n'importe quoi. Le tome 2, c'est un enfer, on aurait pu s'en passer complètement. Y a rien qui va. La plume était pas géniale, il y avait beaucoup de répétitions. Les protagonistes, j'ai absolument pas cru ni à leur relation, ni à leur développement personnel. Il n'y avait rien qu'à aller. L'intrigue était nulle, les persos secondaires, ils apparaissaient comme ça parce qu'on en avait besoin, il n'y avait aucune vie. Franchement, c'était... Ce qui m'a juste fait tenir, c'est que je voulais voir le contexte de la phrase que j'avais lue qui me plaisait. Et vraiment, il a fallu que j'aille jusqu'au 95%, quoi. Et j'étais vraiment... D'un côté, j'étais assez admirative de l'autrice pour m'avoir tenue en haleine jusque-là. Enfin, tenue en haleine, non. Pour m'avoir... pour avoir aiguisé suffisamment ma curiosité pour que de moi-même, j'aille jusque-là. Et j'étais très en colère qu'elle ait fait ça, parce que j'ai trouvé ça... C'est pas cool. C'est pas cool, c'est de la publicité presque mensongère à ce stade. Du coup, voilà, donc ça a été une très grosse déception. Et donc, pour me remettre de cette déception, je me suis dit, et si je lisais Les Oiseaux du Temps ? Les Oiseaux du Temps d'Amal El-Motar et Max Gladstone. Donc, c'est un récit à 4 mains. C'est très court.
C'est une novella de science-fiction. Et sur le papier, elle aurait dû me plaire entièrement, puisqu'il s'agit de lesbiennes non-binaires, dans un contexte de science-fiction, avec du transhumanisme, du body horror, voilà, c'était quelque chose qui, sur le papier, me plaisait beaucoup. Et dans l'exécution, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Alors, je pense que comme beaucoup, j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers parce qu'il est très foisonnant. Enfin, rien n'est expliqué. Mais ça m'a pas dérangé quand j'ai lu Rossignol de Desplenay en début d'année et j'avais adoré, donc c'est pas vraiment ça le souci. Non, après moi en fait j'ai pas cru à l'histoire d'amour, j'ai pas cru. Alors c'est un échange épistolaire, les lettres je les ai trouvées c'est vraiment ce qu'on appelle de la purple prose, donc vraiment des envolées lyriques, des choses qui font que moi je me suis pas reconnue dans les sentiments, dans les émotions qui étaient évoquées. L'histoire était intéressante. Finalement, l'univers m'a de plus en plus intéressée au fil des pages et l'histoire d'amour de moins en moins, alors que j'ai l'impression que ça avait été construit plutôt à l'inverse. La fin était intéressante dans le sens où tous les fils... C'est une private joke, si vous avez lu, je pense que vous comprendrez pourquoi je dis ça. Tous les films tout s'est dénoué comme il fallait, la fin est assez satisfaisante parce que tout tombe là où il faut, mais ouais, ça m'a pas transporté comme j'aurais aimé que ça me transporte, et du coup je suis un peu déçue pour ça. Donc voilà, je pense que ça va être une unpopular opinion, puisque j'ai l'impression que tout le monde adore ce livre, mais moi il n'a pas marché plus que ça. Donc il y a un dernier livre qui s'est rajouté à ma liste, et là aussi c'était pas voulu. Décidément, j'ai pas voulu beaucoup de choses ce mois-ci. C'est des devoirs en fait que m'a donné ma psy. Elle m'a prêté le livre qui s'appelle Imparfait, libre et heureux de Christophe André, qui est du coup un psychiatre. Donc quand elle m'a dit ça, j'étais un peu... Moi la psychiatrie, les livres de développement personnel, c'est pas mon truc. Mais elle m'a invitée à le lire et je me suis dit que bon, fallait pas mourir bête. Donc pourquoi pas le lire et voir ce que ça donne. Et en fait, je suis assez contente parce que je l'ai depuis une semaine et j'ai bien avancé. Je pensais pas que j'avancerais autant. Et la plume est assez facile. Je suis pas d'accord avec tout. Mais il y a des choses assez intéressantes. Il y a des choses qui m'ont beaucoup parlé et je comprends pourquoi ma psy m'a donné ce bouquin. C'est là où je me suis dit, ok, je comprends ce que tu essayes de faire. Et du coup, voilà, donc je vais pas le finir. Alors, là, je filme, on est le 30 juin. Je pense pas le finir aujourd'hui parce que c'est pas une lecture que j'enchaîne. Je prends petit bout par petit bout. Je pense que c'est comme ça que c'est amené à être lu de toute manière. J'en parlerai peut-être dans mon wrap-up de juillet. Mais voilà, donc sachez que le mois de juin a bien commencé à plonger dans le chaos et c'est vraiment prélassé dans le chaos jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Donc voilà. Et du coup, tout ça m'amène à penser à l'avenir de cette pile à lire. J'avoue que plus le temps passe, plus il y a des titres qui me plaisent de moins en moins. Et en fait, je pense que je vais me donner l'été là pour essayer d'avancer un maximum dans cette pile à lire, sans me forcer outre mesure non plus. Et je pense qu'en fait, c'est bien simple, c'est à la fin de l'été, les livres que j'ai plus envie de lire, je les dégage. Et je vous ferai une vidéo, je pense, pour ça. Parce que, en fait, c'est bête, mais ça me prend de l'espace mental de savoir que j'ai tous ces livres à lire que j'ai pas encore lus. Et en fait, à chaque fois que j'ai envie de lire un bouquin, j'ai comme ce poids qui me dit bah oui, mais il faut que tu ailles dans ton étagère, ta pile à lire, faut que tu lises des livres de là-dedans avant d'en acheter d'autres. Et en fait, j'ai envie de me libérer de ça. Et du coup, je pense que voilà, je vais essayer d'avancer un maximum. Je vais garder les titres qui me donnent vraiment envie. Et à la fin de l'été, je fais un point. Et je fais un point et je dégage ce qui doit être dégagé. Parce que il est temps d'arrêter de souffrir en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce mois de juin qui a été du coup assez chaotique comme vous avez pu le voir. Je sais pas encore ce que je vais lire en juillet. J'ai rien prévu, j'avoue. Je vais plutôt me laisser porter. Je vais finir ma lecture en cours et je vais voir ce que ça donne.
Je vais voir aussi si je reprends le travail, si la chaleur nous laisse tranquille. Voilà, on va voir ce que ça donne et on va voir dans quoi je m'embarque. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que c'était pas trop ennuyeux. N'hésitez pas à faire des commentaires sur les lectures que vous avez appréciées, celles que vous n'avez pas appréciées. Est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez pas du tout d'accord avec moi? Ça m'intéresse. Ou des moments où vous étiez très d'accord avec moi? Ça m'intéresse aussi. Mais n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Je les lis tous et j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Donc faut pas hésiter. Et en attendant, je vous souhaite de faire attention à vous dans cette période de canicule. Hydratez-vous, faites attention à vos proches, notamment aux personnes isolées. Si il y a des personnes, vous savez, qui vivent seules autour de chez vous, ça peut être intéressant de demander de l'aide, de proposer de l'aide, pardon, ou de savoir si elles vont bien. C'est vraiment pas évident et c'est une période qui est difficile pour les personnes sensibles. Du coup, voilà. Donc, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et on se dit à juillet. Salut!